Merci d'avoir bravé la canicule pour venir parler ensemble de démographie. J'ai une petite présentation peut-être. Donc je m'appelle Didier Barthès, je suis le porte-parole de l'association Démographie Responsable, qui est une association qui depuis 9 ans maintenant essaye de porter sur la place publique la question de nos effectifs. Nous considérons que le nombre des hommes sur la Terre de manière globale est un élément essentiel de pression anthropique et que dans le même temps c'est un élément de pression anthropique qui n'est pas tellement discuté dans la société en général et peut-être même pas énormément discuté dans les milieux écologistes. Donc il y a là un manque, il y a une question que l'on considère comme importante et on essaye de la combler. Voilà un peu le sens de notre militantisme. Par ailleurs, à titre personnel, je m'intéresse également aux questions plus générales d'écologie et je suis membre du mouvement écologiste indépendant d'Antoine Wechter. Donc vous voyez, c'est une association, je ne l'ai pas dit au début, mais c'est aussi et d'abord une association écologiste. Nos motifs de militantisme pour cette question, c'est pas pour le plaisir de voir un chiffre plutôt qu'un autre, c'est d'abord pour essayer de réduire la pression anthropique sur la Terre. Je peux rectifier un terme, pardon. Tu as dit que c'était important. Moi je dis pas important, je dis c'est essentiel. D'accord. C'est à la base de tout. D'accord, d'accord. Chipotons pas. Je vous propose donc de rappeler d'abord les données, parce qu'en matière de démographie, on peut guère évoquer les questions sans parler effectivement des chiffres. Je veux dire, si on était 5 millions sur la Terre, la question ne se poserait pas. Donc c'est bien parce que les chiffres sont à tel niveau et parce que l'évolution est aussi rapide que la question se pose. Donc on va quand même en parler un petit peu. On parlera également ensuite de pourquoi c'est important. C'est-à-dire en quoi c'est un élément de pression anthropique important. En quoi notre nombre affecte l'ensemble des équilibres écologiques de la planète. Puis nous évoquerons un peu le tabou. Je vous ai dit que c'était difficile d'en parler. Pourquoi c'est tabou? Il y a bien des raisons, ça tombe pas du ciel. Et donc on réfléchira un peu ensemble aux raisons de ce tabou. Puis bien entendu, nous parlerons de ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de réduire la croissance de nos effectifs dans un premier temps, et puis d'accéder à une certaine stabilisation de la population mondiale, et en tout cas, moi c'est mon point de vue, essayer aussi d'aller vers des effectifs plus limités pour l'humanité. Et puis bien entendu, selon la règle générale, on terminera par un débat. Alors d'abord un mot sur les chiffres démographiques et leur évolution. Il faut bien comprendre une chose, nous sommes aujourd'hui, je vous l'élargis un petit peu, 8 milliards, donc 7,7, mais 8 milliards dans très peu de temps, dans 3 ans à peu près. On est 8 milliards sur la planète et ça nous semble de fait la référence naturelle. Pour ceux qui sont nés un peu avant, c'est un petit peu moins de 8 milliards, mais globalement, l'ordre de grandeur normal dans nos esprits, c'est ça, c'est quelques milliards sur la planète. Le premier élément de réflexion, c'est de bien comprendre que ces effectifs, ils sont extrêmement récents dans l'histoire de l'humanité, extrêmement récents. Tout au cours de son histoire, l'humanité, pour l'essentiel, était quelques dizaines de milliers, dans certaines époques, quelques centaines de milliers, quelques millions. Si je fais remonter l'humanité à 30 000 ans, je mets 30 000 ans parce qu'avant il y avait plusieurs espèces humaines, dont l'homme de Néandertal, l'homme de Denisova, etc., peut-être l'homme de Flores, je ne sais pas. En tout cas, depuis 30 000 ans, en gros, il y a une seule espèce humaine, c'est l'Homo sapiens. Il semble que toutes les autres espèces aient été éliminées, peut-être par lui d'ailleurs, comme ont été éliminés les autres grands animaux sur la planète. En tout cas, depuis qu'on est 30 000 ans, je vous dis, nos effectifs, c'est quelques dizaines de milliers, quelques centaines de milliers, et à la fin de la période, quelques millions. Au néolithique. Le néolithique, c'est la période où, si vous voulez, l'homme change de statut. Jusqu'au néolithique, il était un prédateur comme les autres. D'ailleurs, ces effectifs qui ont atteint à cette période-là environ 5 à 10 millions, c'était les effectifs d'un grand prédateur comme le lion. Il semble qu'il y a eu à peu près, sur la Terre, tout continent confondu, il y avait différentes variétés bien entendu, mais une dizaine de millions d'animaux de la taille des lions en grands prédateurs. Il y avait à peu près autant d'hommes. Donc c'était un équilibre écologique, on était prédateurs, et ça marchait. Et puis à partir du néolithique, est née notamment l'agriculture, l'organisation de sociétés un peu plus centralisées avec des villes ou des villages en tout cas, et puis d'autre part des lieux de production, c'est-à-dire que l'homme est passé du stade de producteur au stade d'organisateur des territoires à son profit. En ce sens, il a eu une position dans la société qui est complètement différente de celle des autres animaux. On organise. Et cette organisation a permis effectivement une sécurité accrue, une alimentation un peu plus riche, plus grande en quantité en tout cas, et finalement nous avons réussi à augmenter nos effectifs de manière importante. On est passé, semble-t-il, de 5 à 10 millions il y a 10 000 ans. Je fais remonter le néolithique à 10 000 ans, selon les lieux il a été plus ou moins tardif. Mais en gros on est passé de 5 à 10 millions il y a 10 000 ans, c'est-à-dire une personne sur 1000 par rapport à aujourd'hui. Il faut se rendre compte de ce que c'est.
il y a 10 000 ans, ce qui n'est pas grand-chose dans l'histoire de la vie, même dans l'histoire de notre espèce, on était 1 sur 1000 par rapport à aujourd'hui. Eh bien, on est passé, en montant doucement avec quelques crises ici et là, on est passé à 200 millions d'habitants à l'époque de Jésus-Christ. À 200 millions, c'est énorme par rapport à 10 millions, c'est rien par rapport à aujourd'hui. À l'époque de Jésus-Christ, il y avait un homme sur 40. Prenez une classe bien nombreuse déjà, il n'y en a plus qu'un. Vous voyez, on était quand même sur un autre monde. J'aime bien m'arrêter aussi à l'époque de Jésus-Christ, outre le côté symbolique, les débuts de notre ère, parce que c'est aussi l'époque qu'on associe à la fameuse phrase que vous avez entendue X fois qui dit « croissez et multipliez ». C'est un peu faux parce que cette phrase-là ne date pas de Jésus-Christ, elle date d'une période antérieure qui est la Genèse, où elle a été écrite 4 à 600 ans avant. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que c'est une phrase qui alimente quelque part encore notre subconscient en matière économique, en matière démographique, et en même temps, elle a été écrite dans un monde qui avait 150 millions d'habitants. Et je trouve assez représentatif de se dire au fond, on vit encore sur un allant, sur un ordre d'idées qui a été écrit, pensé, conceptualisé dans un monde qui était complètement différent, et notamment complètement différent en matière d'ordre de grandeur. Croissez et multiplier peut avoir un sens quand vous êtes 150 millions sur la Terre. Est-ce qu'il y a encore un sens quand vous êtes 8 milliards, bientôt 10 et probablement 11 à la fin du siècle? Donc ce maintien de vieilles règles, de vieilles habitudes, de vieilles représentations dans un monde qui est complètement différent, c'est à mon avis une des parties du problème. Ensuite, l'humanité a été relativement stable. Alors, je vais être prudent parce que l'INED n'existait pas, les statistiques sont un peu imprécises sur l'histoire. On a quelques éléments sur l'Europe, sur le reste du monde c'est plus imprécis, mais il semble que globalement, la population mondiale était à peu près stable entre Jésus-Christ et l'an 900. C'est pas absolument sûr, mais globalement c'est ça. On était aux alentours de 200, 250, 300 millions. À partir de l'an 900, sans doute avec une meilleure disponibilité alimentaire, on a commencé un petit peu à monter. Il y a eu aussi il y avait un petit peu aussi d'amélioration des conditions d'hygiène. De 1900 à 1500, on a connu une croissance extrêmement douce, avec un phénomène important dans l'histoire de l'humanité, la seule baisse de la population mondiale à l'occasion de la grande peste de 1300. Enfin un peu après 1300. Tous les grands événements de l'histoire, vous ne les voyez pas sur une courbe de la population mondiale. Vous ne les voyez pas. Ni la Première Guerre mondiale, ni la grippe espagnole, même ordre de grandeur, une vingtaine de millions de morts, ni même la Seconde Guerre mondiale, vous ne les voyez pas quand vous faites une courbe sur 2000 ans. La seule chose que vous voyez un tout petit peu, c'est une petite infection au moment de la grande peste. Combien de personnes sont mortes? On parle en France peut-être d'un tiers de la population, c'est énorme, dans le monde sans doute moins, mais enfin une fraction sensible quand même, il y a eu une diminution. C'est la seule fois. Puis après, une augmentation un peu plus violente de l'an 1500 à l'an 1800, où on a atteint le fameux premier milliard. À partir de l'an 1800, les effets de la révolution industrielle, la richesse globale des peuples a quand même augmenté fortement, et là on a eu le commencement d'une véritable explosion démographique. On monte à 1,6 milliard en 1900, je fais la liste pendant qu'on y est, 2 milliards en 1930, 3 milliards en 1960, 4 milliards en 1974, 5 milliards en 86, 6 milliards en 99, qui sont en 2000, et puis 7 milliards en 2011, et donc nous serons 8 milliards entre 2022 et 2023. Vous voyez donc qu'on a mis en gros 30 000 ans pour passer de zéro, de presque rien en tout cas, à 1 milliard. On met aujourd'hui 11 ans pour garder la même quantité. Il ne nous faut plus que 11 ans pour gagner 1 milliard d'habitants. Donc, vous voyez, quand on nous dit que des fois l'explosion démographique est un problème passé, pas tout à fait. On va y revenir justement sur cette question. Les gens du XXe siècle, d'ailleurs, c'était le cas de Lévi-Strauss que j'évoquais tout à l'heure, ont beaucoup parlé de ça. Lévi-Strauss, entre le début de sa vie, et il a vécu longtemps, vous me direz, mais enfin, entre le début et la fin de sa vie, il a vu la population mondiale multipliée par 4. Personne n'a vu, enfin personne à une autre époque n'a vu ça. Autre chose marquante au cours des dernières décennies, donc depuis les années 60, on a battu les records de fécondité et de taux de croissance. Entre 1960 et 70, l'humanité a connu ses records de taux de croissance avec plus de 2,1% par an aux alentours des années 65. Et depuis, il y a une diminution du taux de croissance puisqu'on est à peu près entre 1,1 et 1,2% de croissance annuelle. Je m'arrête là-dessus aussi parce que c'est un élément que souvent les démographes utilisent pour nous dire, voyez, le problème est en train de régler, on a déjà divisé par 2 le taux de croissance. Sauf qu'évidemment, la croissance concrète, celle qui pèse sur la nature,
elle dépend pas seulement du taux, elle dépend aussi de la croissance absolue. Et évidemment, appliquer un taux plus faible à un effectif plus important revient à une croissance absolue qui peut être du même ordre de grandeur. Et c'est ce qui se passe. Entre 1960 et 70, on est passé de 3 milliards à 3 milliards 700 millions d'habitants. C'est-à-dire qu'on a gagné 700 millions d'habitants, soit 70 millions par an. Et bien aujourd'hui, alors qu'on nous dit que le problème est réglé, on ne gagne pas 70 millions d'habitants par an, on en gagne 85 à 90 millions. 88, les dernières estimations. Enfin, l'ordre de grandeur, c'est ça. Donc vous voyez, aujourd'hui, bien que le taux de croissance ait diminué, ça il faut tout à fait reconnaître, la croissance globale de la population continue à être extrêmement forte. C'est pas le record. Le record a eu lieu dans les années 95, où on avait justement 95 millions d'habitants en plus par an. Mais enfin, on est quand même sur des niveaux encore extrêmement élevés. Une autre façon d'exprimer, c'est que par exemple, depuis qu'on est allé sur la Lune, même un petit peu moins, plutôt depuis 1974, on a multiplié par 2 le nombre d'hommes, et dans le même temps, on a divisé par 2 le nombre d'animaux vertébrés sur la Terre. Il y a eu un rapport du WWF et du Global Footprint Network qui disait que voilà, il y a eu 58% d'animaux en moins en 42 ans à peu près, sur la moitié. C'était les vertébrés, mais enfin on sait que sur les insectes, c'est connu, je vous le répète X fois, il y a plus d'insectes sur les pare-brises. Il y a eu 80% paraît-il d'insectes en moins en quelques décennies en Allemagne. Les poissons, c'est à peu près pareil, et les oiseaux également. Sans parler des choses moins dont on parle moins en écologie, comme les vers de terre ou des tas de choses qui participent aux équilibres. Donc il y a un véritable écroulement. Rien que pour les vertébrés, vous voyez, quand dans le même temps vous multipliez par 2 le nombre d'hommes et vous divisez par 2 le nombre d'animaux, ça veut dire que pour un homme, vous avez 4 fois moins d'animaux. En 40 ans. Pour un homme, vous avez 4 fois moins d'habitants. 40 ans, c'est un battement de cils. C'est tout un des problèmes d'ailleurs de notre société, c'est-à-dire qu'on raisonne rarement sur des échelles un peu longues. Mais 40 ans, dans l'histoire, sans parler de l'histoire de l'univers, mais dans l'histoire des sociétés humaines, c'est un battement de cils. Et bien on divise par 4 le rapport animaux sur être humain. Aujourd'hui, il y a des estimations qui disent que 90% de la masse des animaux sont composés soit des hommes, soit de leurs animaux domestiques. Ça veut dire en fait que c'est fini quelque part la nature. Ça conclut. Enfin, c'est terrible ce que je dis, mais c'est presque terminé. Et alors malheureusement, l'avenir n'est pas meilleur. C'est-à-dire que lorsque on fait les projections, au début du millénaire, on avait des projections qui nous disaient, alors je prends les projections de l'INED et de l'ONU parce que ce sont 2 organismes qu'on peut considérer comme à peu près raisonnables, c'est pas des gens spécialement farfelus. Eh bien, au début du siècle, du 21e, on pensait qu'il y aurait un peu plus de 9 milliards d'habitants sur Terre en 2050. En 2008, on a pensé qu'il y en aurait 9 milliards 400 millions. En 2016, on pense maintenant, c'est la dernière étude, on pense qu'il y en aura 9 milliards 800 millions. Et l'INED et l'ONU sont d'accord pour cette estimation. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'en 10 ans, on a rajouté 1 milliard à l'estimation pour 2050. Et si les prédictions sont difficiles, 2050 c'est demain. Et l'inertie démographique fait qu'il est improbable que nous nous trompions pour 2050. C'est vraiment improbable. Pour 2100, c'est un peu plus évidemment difficile, mais les estimations ont également été rehaussées dans les mêmes délais. On est passé d'une estimation qui dirait on sera 10 milliards et ce sera stabilisé en 2100 à une estimation nous serons 11 milliards 2, 11 milliards 3, c'est l'estimation de l'ONU en 2100. Et ce ne sera pas stabilisé à cette période. Alors, il faut le prendre avec précaution, hein, bien évidemment parce que c'est lointain, mais quand même, vous voyez qu'il y a globalement une forte augmentation de la population et une forte augmentation de l'anticipation de cette population, ce qui laisse penser que malheureusement ça risque de se poser effectivement. Voilà pour les données chiffrées. La salle n'est pas très grande, donc je vous montre la courbe ici. Ça donne ça sur 2000 ans. Hein. Et c'est pas une augmentation, ça s'appelle une explosion. Et pour les mathématiciens, la symptote est verticale ici. C'est pas la dérivée seconde, la troisième, la quatrième sont toutes positives. Hein. C'est des accélérations, d'accélération, d'accélération. Alors en quoi c'est un sujet déterminant la démographie maintenant? Il y a 2 éléments en général qui sont évoqués. D'une part, la capacité de nos sociétés à nourrir les hommes. D'autre part, la protection de la nature. Je dois dire qu'on parle plutôt du premier que du second. La capacité à nourrir les hommes, c'est un sujet évidemment délicat, mais elle a été souvent mise à mal. Il y a eu beaucoup de famines au cours de l'histoire. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, malgré l'augmentation de la démographie, sans doute si tout était bien réparti, si les systèmes de distribution marchaient bien, la quantité produite permettrait actuellement de nourrir la population mondiale.
pas raconter n'importe quoi, c'est pas parce que je milite pour une population plus basse que je dois dire le contraire. Oui, probablement la quantité actuelle de nourriture produite suffirait. Mais il y a un mais très important. L'augmentation de la croissance de la production agricole a été liée au cours de ce siècle à un changement complet, et notamment avec une industrialisation assez importante de l'agriculture. Cette industrialisation s'est appuyée notamment sur l'utilisation du pétrole, qui est un élément déterminant de la productivité agricole moderne, parce qu'il est un composant important des engrais. Les engrais sont faits à partir de pétrole pour une bonne barre, parce que le machinisme compte beaucoup également, les machines fonctionnent avec du pétrole, et puis en troisième lieu, parce qu'il y a le transport des denrées. C'est-à-dire qu'on ne produit plus les produits alimentaires à l'endroit où on les consomme. Même un des problèmes, le retour au local est un élément classique du militantisme écologiste. Il se trouve qu'au cours de ce siècle, on va manquer de pétrole. Alors je sais bien que c'est éternellement repoussé. On ne peut pas dire exactement quand, que récemment encore, l'arrivée des pétroles de schiste sur le marché a un peu repoussé l'échéance. Mais on sait bien qu'en 2100, en tout état de cause, c'est pas qu'il n'y aura plus une goutte de pétrole, c'est pas qu'il n'y aura plus 1 milliard de tonnes de pétrole, bien sûr il y en aura encore, mais il n'y en aura plus de quoi insuffler suffisamment à l'économie mondiale pour que ce soit le moteur comme ça l'est aujourd'hui. Et donc nous allons avoir un effet ciseau au cours de ce siècle qui fait que d'une part la population va continuer à augmenter, et d'autre part un élément déterminant de la productivité agricole va lui avoir tendance à s'effondrer. Donc si aujourd'hui je suis rassurant en disant qu'on peut nourrir la population mondiale, beaucoup moins sûr que demain ce soit possible à cause de cet effet ciseau, plus de demandes, moins de ressources. Autre aspect, donc, la protection de la nature. Alors c'est aussi celui qui motive l'association Démographie Responsable. Alors, je passe, hein, je passe sur les éléments par lesquels on pourrait régler la question de la nourriture. Une alimentation moins carnée, sans doute un petit peu, mais est-ce qu'il faut se priver de... Enfin, moi je suis tout à fait pour l'alimentation moins carnée en termes de protection et de la souffrance animale, parce que c'est vrai que ce qui se passe est effroyable. Mais est-ce que par contre il faut se priver de tout pour être absolument plus nombreux? C'est une question. Parce que demain, après l'alimentation carnée, on nous dira, bah oui, mais il y a aussi la question des voyages, il ne faut plus voyager parce que il y a aussi la question du logement. Bah non, une petite maison, vous n'aurez plus droit, il faudra tous habiter en collectif, etc. Donc attention à ne pas nous priver de tout pour être de plus en plus nombreux. Il y a aussi l'agroforesterie, l'agroécologie, tout ce qui commence par agro et qui mélange écologie. Peut-être, moi je suis assez réticent parce que pas réticent sur le principe, c'est très bien, mais sur sa capacité à le faire, je ne sais pas, parce que c'est quand même ce qu'on a fait une bonne partie de l'histoire de l'humanité. Et on n'a jamais nourri plus d'1 milliard de personnes. Donc nous verrons. Et puis les expériences modernes sont souvent faites dans de très bonnes conditions. Je ne sais pas dans quelle mesure elles sont généralisables à une population qui ne suit plus cultivée. Moi, je ne suis pas d'une famille d'agriculteurs et donc je ne sais pas cultiver. C'est le cas d'une bonne partie de la population moderne. Et je reviens donc à l'histoire de protéger la nature. On peut considérer d'une certaine façon l'empreinte écologique globale de l'humanité, c'est tout naturellement la multiplication de l'empreinte de chacun, l'empreinte individuelle, par le nombre d'hommes. Enfin, c'est une tautologie mathématique. Donc, souvent, on parle du premier facteur, c'est-à-dire comment réduire notre consommation, et assez peu du second. Pourquoi j'insiste sur la question du nombre d'hommes? C'est parce que lorsqu'on regarde la structure de la population mondiale, alors je vous le fais à la louche, c'est toujours discutable, mais on peut dire qu'on est 8 milliards, donc j'arrondis, ça sera en 2022, on est 8 milliards, il y a 1 milliard de personnes qui vivent comme nous bien, et qui sans doute pourraient vivre avec une consommation moindre. Vous avez 1 milliard de gens qui sont en voie d'accès à ceci, et puis vous avez 6 milliards de personnes, c'est pas qu'ils sont tous miséreux dans les 6 milliards, mais quand même, à qui on ne va pas sensiblement pouvoir leur dire, il va falloir que vous consommiez moins. On ne sera pas tous riches et nombreux. Voilà, moi je résume, on ne sera pas riches et nombreux. Donc peut-être que si on veut réduire les inégalités tout en protégeant la nature, permettre aux gens de ne pas massacrer les forêts tout en n'étant pas les plus pauvres possibles, eh bien le seul facteur qui reste pour agir, c'est la démographie. Autre élément important dans les facteurs de pression anthropique, c'est la consommation d'espace. Souvent, moi, quand j'anime des débats ou quand on tient des stands comme ici, on nous dit mais la question c'est uniquement notre mode de consommation. Alors bon, chez les Américains, c'est un symbole. Mais je rappelle qu'un des pays qui a la plus belle mégafaune, c'est-à-dire les grands animaux, c'est le Canada. Le Canada, c'est un mode de vie comparable au nôtre, grosso modo, comme aux États-Unis, puis un certain nombre de pays développés. Mais ils arrivent, pour une raison très simple. Il y a 3 habitants au kilomètre carré.
Alors, je ne dis pas qu'il faut qu'on revienne à tous 3 habitants quel carré, mais néanmoins on voit bien qu'on peut donner beaucoup à une population sans pour autant massacrer toute la nature, à une condition, que la densité de population ne soit pas trop importante. Pardon. Question que je voulais aborder également avec vous, c'est la question du tabou. Pourquoi c'est si difficile d'en parler? En général, quand on vient à Alternativa, on a très souvent une certaine sensibilité écologiste. Et vous l'avez remarqué, il n'y a pas beaucoup d'associations, pas beaucoup de mouvements politiques qui en parlent. Le tabou est important. Le malthusianisme reste un gros mot. Je sais que des fois, quand des gens me contrarient, vous êtes malthusien. Moi, je me moque que le rattachement à une école ou une autre m'intéresse assez peu, mais le mot malthusien est un mot qui se veut, en tout cas, assez souvent comme une insulte. Il est quasiment unanimement partagé par beaucoup de mouvements d'idées en France, par les partis politiques, par certains mouvements écologistes, pas tous heureusement, même, je le dis parfois, par certains décroissants, pas par tous là, heureusement, mais même certains mouvements décroissants, un petit peu moins dans la population générale. Quand on discute avec les gens qui passent sur un stand ou un salon, il y a beaucoup de gens qui nous disent « bah oui, c'est normal qu'on en parle ». Et donc vous voyez qu'il y a un hiatus, et pour moi peut-être un espoir de pouvoir imposer un peu cette idée, c'est-à-dire que s'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on peut en parler, mais que les mouvements organisés, les mouvements d'idées organisés n'en parlent pas, ben on peut peut-être convaincre les mouvements d'en parler un petit peu. En tout cas, c'est mon espoir. Je dois aussi être un peu plus prudent. Quand je dis qu'on n'en parle pas, j'exagère un petit peu. Dans l'histoire, on en a parlé. Vous avez un excellent livre de l'historien Georges Minois qui explique comment, par exemple, les cités grecques étaient extrêmement attentives à maintenir une population en équilibre avec leurs ressources. On en a parlé dans l'histoire récente, alors pas toujours en bien d'ailleurs parce que parfois ça a été très dur, mais il y a eu quand même des mouvements de planning familiaux extrêmement forts au Vietnam, en Inde, ça s'est pas très bien passé, en Chine également, ça c'est connu. On a eu des premiers écologistes français comme Cousteau et comment il s'appelle Dumont, voilà, merci, René Dumont qui en parlait. Au niveau international, on a eu des gens comme Česlav Lop, qui est très impliqué là-dedans, qui est l'inventeur de la fameuse théorie Gaïa. On a eu Paul Ehrlich, qui a écrit La bombe P, puis on a eu le rapport Meadows également, qui parlait de ça. On a eu de grands intellectuels, alors je vous citais tout à l'heure à Mondo, Bergson, Einstein en a parlé. On a eu, Lévi-Strauss qui a fait, vous trouverez peut-être sur internet, une vidéo où il dit mais le grand problème de notre siècle, c'est que, alors il fait un détour, quand j'ai commencé ma carrière, on était temps, etc. C'est ça, et il le dit franchement, c'est le problème principal. On a aujourd'hui dans les mouvements écologistes pas tellement de suivi, sauf deux exceptions. Donc le mouvement écologiste indépendant d'Antoine Wechter, où effectivement la majorité des gens sont tout à fait d'accord pour apporter la question. Il y en a d'autres aussi des questions, mais celle-ci compte aussi. On a eu aussi une fois, Yves Cochet s'en est occupé, donc qui a été aussi ministre de l'Environnement, mais Yves Cochet réduit plutôt la question à la population des pays riches. Il est moins sensible, semble-t-il, à la question des pays en voie de développement. Voilà, alors les raisons de ce tabou, elles sont multiples. Je crois qu'il y a un cadre général qui est difficile à préciser, mais qui est que c'est sacré l'enfant. Évidemment, et notre droit à reproduction, il est sacré, et il l'est pour moi aussi. Moi j'ai des enfants, il l'est pour moi aussi, bien évidemment. Ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi. C'est le sentiment aussi qu'on s'attache aux droits aux plus pauvres. Leur seul droit serait de se nourrir, le seul droit serait de se reproduire. Oui, mais jusqu'à quel point, si ce droit doit conduire à demain des drames, à demain des catastrophes, est-ce qu'il ne faut pas, non pas supprimer le droit, mais en tout cas inciter peut-être à faire un petit peu moins. Au contraire d'ailleurs, en luttant contre la démographie galopante, c'est peut-être la meilleure façon de créer les conditions pour que les gens accèdent à un meilleur niveau de vie. Oui, c'est une sorte de dialectique, c'est-à-dire quand on a un meilleur niveau de vie, en général on fait moins d'enfants, mais pour avoir un meilleur niveau de vie, il faut aussi plutôt avoir une démographie plus faible. Donc il y a, si vous voulez, un risque de cercle vicieux d'un côté, plus d'enfants au plus faible niveau de vie, et un cercle qui serait vertueux, et si on fait moins d'enfants, ça nous aidera à avoir un meilleur niveau de vie qui eux-mêmes nous aidera à faire un petit peu moins d'enfants. Autre question qu'il ne faut pas hésiter à aborder aussi, aujourd'hui 90% de la population mondiale vit en Afrique. Enfin, 90% pas vit en Afrique, 90% de la croissance de la population mondiale, veuillez m'excuser, attendue pour ce siècle, est en Afrique. 90%. Donc de fait, quand on parle de croissance démographique, on est évidemment obligé de parler d'Afrique. Et alors évidemment, certaines personnes vous disent,
et vous êtes raciste, vous mettez les Africains en cause. C'est pas du tout ça, puisque justement, l'objet même, c'est de dire réduisons cette croissance démographique pour permettre aux pays qui en sont victimes d'accéder à un meilleur niveau de vie. Mais il faut savoir que dans ce militantisme, c'est une des difficultés. Il y a une autre chose qui est peut-être plus ambiguë, mais moi que j'ai parfois ressenti, c'est qu'il y a une sorte de séduction intellectuelle. Si j'arrive avec mes gros sabots et je dis c'est vraiment le problème principal, ben je serais un peu frustre, quoi. Je me dirais un problème, puis voilà. C'est pas ça, je sais bien que c'est compliqué, je sais bien qu'il y a une interpénétration des problèmes. Mais néanmoins, je considère que c'est le problème central, dans la mesure où si on ne résout pas celui-ci, alors la résolution des autres ne servira à rien. Vous pourrez trier vos déchets, tout faire en vélo, s'il n'y a plus un espace pour la nature, nous aurons échoué. Donc c'est en ce sens que je dis, c'est pas le problème le seul, c'est pas même le plus important, c'est le problème incontournable. C'est plutôt comme ça que je l'exprimerai. Si au contraire vous arrivez dès le départ en disant c'est un problème extrêmement compliqué, c'est parmi d'autres et on ne peut pas le mettre en avant, vous donnez l'impression de quelqu'un de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus complexe, de beaucoup plus ouvert. Oui, bon, c'est une forme de séduction intellectuelle. Moi, je préfère dire les choses comme je les estime. Et que peut-on faire alors concrètement pour cette question ? Alors on peut d'abord essayer, puisque j'ai dit que c'était tabou, d'essayer de lutter contre le tabou. C'est ce que j'essaye de faire ici, en exprimant les idées aussi précisément que je le peux. Nous avons fait un certain nombre de pétitions à Démographie Responsable. Nous avons soutenu par exemple, à l'automne dernier, il y a eu 15 000 scientifiques qui ont fait un appel au monde en quelque sorte en disant mais attendez, on va vers une véritable catastrophe écologique, et ils ont préconisé, je crois qu'il y avait 15 mesures, c'est leur demandeur, et il y avait 2 de ces mesures qui étaient vraiment consacrées à la question démographique. Donc on voit que dans le milieu scientifique, il y a un certain nombre de gens qui sont prêts à tirer la sonnette d'alarme. Il est évident que notre rôle à nous, c'est aussi de relayer cet appel-là, c'est ce que nous avons fait. Il faut être bien conscient également que certains éléments de la lutte contre la démographie ne nous appartiennent pas. C'est la question du développement et la question des mentalités. Il n'y a pas de baguette magique pour dire on va tous être développés sans polluer. C'est difficile. Les mentalités, le fait que ce soit une chose assez naturelle de se reproduire, on ne va pas non plus l'abolir. Il faut bien être conscient de ça. Sur la corrélation avec le développement, effectivement, on constate toujours une certaine corrélation statistique entre augmentation du développement et baisse de la fécondité. Doit-on aller par là? Doit-on considérer que c'est la solution? Sans doute du point de vue moral, on va quand même essayer d'éradiquer la pauvreté, mais d'un autre côté, il faut bien prendre conscience que si tous les pays avaient le niveau de vie des pays dans lesquels l'indice de fécondité est inférieur au seuil de renouvellement des générations, grosso modo 2 enfants par femme, eh bien très probablement, comme ces pays sont des pays développés, la Terre, pour des raisons de ressources et de pollution, ne le supporterait pas. Donc si cette solution est intellectuellement séduisante, si c'est favorable pour d'autres raisons aussi, il faut bien voir qu'écologiquement, ça poserait des problèmes énormes et que d'une certaine façon, la solution doit passer aussi par une baisse de la fécondité avant d'attendre que le niveau de développement soit atteint, parce que ça pourrait quand même poser des problèmes. Autre question qui est souvent évoquée aussi, l'éducation. Il y a une phrase, je ne sais pas dans quelle mesure elle est très exacte, c'est difficile à vérifier, mais qui dit, dans un pays en voie de développement, quand vous passez de pas d'éducation à un niveau primaire, vous faites un enfant de moins, à un niveau secondaire, 2 enfants de moins, et à un niveau supérieur, 3 enfants de moins. Bon, disons que c'est la tendance générale, sans savoir si les chiffres sont précis à cette unité près. Oui, sauf que c'est tout le problème des réflexions sur le lien causalité et corrélation statistique. Il y a une corrélation statistique, mais comme le niveau d'éducation lui-même est lui-même corrélé au niveau de développement, parce que c'est dans les pays les plus développés qu'on a en général le niveau d'éducation le plus important, vous voyez bien que la relation de cause à effet est peut-être, si on veut être honnête intellectuellement, un peu plus délicate que ça. Néanmoins, je pense qu'il faut vraiment lutter pour l'éducation, mais je dirais même pour une autre raison supérieure, c'est un droit. C'est un droit d'être éduqué, voilà. Il faut d'abord lutter pour ça. Si ça a un effet favorable sur la fécondité, évidemment, il faut y aller. Et puis, bien évidemment, il y a une autre question qui est l'accès à la contraception. Dans un certain nombre de pays en voie de développement, l'accès à la contraception reste encore assez délicat. Il reste délicat pour des raisons d'information, il reste délicat pour des raisons de mentalité, et puis il reste délicat pour des raisons financières. Chez nous, ça ne coûte plus rien. Enfin, compte tenu du niveau français, normalement, la contraception, vous pouvez l'avoir pour presque rien, même rien.
C'est pas toujours le cas. Donc là, il y a un certain nombre de choses qu'on peut peut-être faire. On dit, là aussi je suis prudent sur l'exactitude des chiffres, mais c'est la tendance générale, on dit que 30% des femmes des pays en voie de développement seraient, sous expression, en attente insatisfaite de contraception. Enfin bon, il y en a beaucoup. Donc on peut peut-être faire quelque chose. Nous avions soutenu à Démographie Responsable une proposition qui disait, eh bien, il faudrait que 25% de l'aide au développement soit consacrée au planning familial. C'est une chose qui est peut-être possible, qui est peut-être qu'un euro dépensé en planning familial est peut-être finalement plus efficace pour le bien-être et la richesse des gens qu'un euro dépensé dans d'autres éléments. Donc on a fait cette pétition. Alors à notre niveau, ça ne veut pas dire qu'évidemment elle sera suivie, mais je pense que c'est un élément important. Que peut-on faire d'autre après? Eh bien, ça se décrète pas. C'est vraiment pas facile du tout. Ce sont des problèmes absolument généraux, des problèmes qui touchent à quelque chose d'intime, les enfants, et donc ça se résoudra difficilement. La lenteur des choses est d'ailleurs ce qui pose problème. Je me souviens j'avais eu un échange avec quelqu'un qui est assez engagé dans les questions énergétiques, qui est Jean-Marc Jancovici. Et moi je lui avais dit, bon, ouais, je lui avais dit d'autant plus qu'il avait écrit dans un de ses livres en disant, mais si on était quelques millions sur la Terre, il n'y a pas de problème. Phrase que je citais au début. Et je lui ai dit, bah oui, c'est le problème principal, d'ailleurs vous l'avez écrit, pourquoi vous militez, pourquoi vous ne me rejoignez pas, et pourquoi vous ne militez pas là-dessus? Il m'avait répondu, mais tout simplement parce que compte tenu de l'inertie du mécanisme démographique, si vous agissez là-dessus, vous aurez des premiers résultats dans 30 ans. Alors que, compte tenu de la gravité des problèmes que j'anticipe moi, par sa place, il faut agir tout de suite sur la réduction de la consommation individuelle d'énergie parce qu'on va avoir des problèmes dans 10 ans. C'est pas faux ce qu'il dit, il y a une grande inertie. Simplement intellectuellement, alors que je l'estime beaucoup sur d'autres sujets, intellectuellement je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que ça revient à dire que quand un problème présente une grande inertie, alors on s'en occupe plus tard. C'est comme si quand vous conduisez un camion extrêmement lourd avec des freins faibles, vous disiez, oh, comme il y a une grande inertie, je freinerai plus tard. C'est à mon sens au contraire quand un phénomène présente une grande inertie qu'il faut s'en occuper le plus tôt possible. Parce qu'il y a une chose qu'on ne va pas faire, c'est arrêter le temps. C'est-à-dire que l'année 2060, l'année 2100, elle arrivera. Et il faut avoir fait quelque chose d'ici là, parce que sinon, de toute façon, les prédictions que j'ai faites, elles ne se réaliseront pas. On sera moins. Mais on ne sera pas moins parce qu'on l'aura fait de manière douce, de manière intuitive, de manière prudente. Elle sera moins parce que ça se résoudra par des drames. Et c'est un peu là-dessus que je voudrais finir, on va passer au débat, ça se résoudra par des drames. Et donc, à mon sens, la façon humaniste d'évoquer la question, c'est de prendre aujourd'hui des mesures douces, des mesures incitatives, plutôt que de dire, oh, non, je ne veux pas, mais ça, c'est trop méchant, vous ne pouvez pas interdire aux gens de faire des enfants, on ne peut pas l'interdire, mais il faut savoir que si aujourd'hui on n'incite pas et on ne donne pas aux gens les moyens d'en faire moins, demain il y en aura moins, mais pour des raisons terribles. Ils sont famine, conflit, opposition des peuples, on le voit bien aujourd'hui avec la crise migratoire, la crise migratoire, et pas sur le fond, indépendamment du fait qu'il y a une explosion démographique en Afrique, et puis moins ailleurs. Et donc, si un jour on veut résoudre cette crise, parce qu'on ne va pas accueillir le monde entier, donc si un jour on veut résoudre cette crise, il faut aussi passer par la démographie. Voilà, je voulais évoquer toutes ces questions avec vous. Je suis passé sur un petit chapitre où je détaillais la situation démographique des différents pays. Je vous signale quand même qu'il y a une chose qui va se passer dans les années à venir, c'est le basculement. On a tous vécu dans un monde où la Chine était le premier pays du monde. Et allez, je suis à Paris, aux alentours de 2025, ce sera l'Inde le premier pays du monde. Et bien entendu, on va avoir cette explosion en Afrique avec, par exemple, le Nigeria qui est prévu à 700 millions ou 900 millions. La fourchette est large d'habitants. Le Nigeria, par exemple, c'est à peu près le 10e de la surface des États-Unis. Il aura 3 fois sa population. C'est-à-dire qu'il y aura une densité d'habitants au Nigeria qui sera 30 fois supérieure à celle des États-Unis, dans un pays qui a certaines régions arides et sèches, enfin pas très facile à cultiver. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On attend que le drame se produise? Au Niger, il y a 7,5, enfin, les statistiques sont imprécises, entre 7,3 et 7,6 enfants par femme. C'est-à-dire que chaque couple se transforme deux personnes se transforment en 7, c'est-à-dire en gros, à chaque génération, c'est pas long une génération, il y a 3,5 fois, tendanciellement 3,5 fois plus d'habitants.
on peut pas continuer comme ça. Pareil dans l'ensemble Burundi, Rwanda qui est extrêmement peuplé, les événements de 95 qui sont pas tout à fait indépendants. Et puis il n'y a pas que le nombre. Et puis je finis aussi. Et puis également l'Afrique de l'Est en ce moment avec l'ensemble Tanzanie, Kenya, Éthiopie également qui connaît des taux de croissance absolument importants. Voilà, je vous propose d'évoquer ensemble la question.